Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch / Mister Review. Et je poursuis avec un autre show auquel, forcément, on savait que ça allait arriver, que je fasse cette vidéo. Donc c'est pas très surprenant. Donc bien sûr c'est du côté de WWE. Non, ce n'est pas du côté de NXT ou même de la AAA ou peut-être même de la TNA. En sachant que celle sur la TNA Victory Road, je le ferai dans quelques jours. Pareil pour NXT No Mercy. Donc j'ai pas besoin de tout en dire, si ce n'est que le show on va s'attaquer aujourd'hui s'intitule WWE World Wrestling Entertainment WrestlePalooza 2025, qui s'était déroulé à Minneapolis, Indiana, dans le Minnesota, si je dis pas de bêtises, bien sûr. Et pour le coup, on va dire tout simplement, est-ce que le show va peut-être sauver tout cela? Est-ce que ça va sauver la WWE? Est-ce que ça a été le plus beau pay-per-view premium live event de tous les temps? Est-ce que ça a été rentable? Est-ce que ça a largement dépassé les attentes de certains fans? Ou alors c'est un échec commercial? C'est une déception? C'est de la merde que je pourrais en dire? Oui, je commence à crier. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce show était une déception. Tout simplement. Et je ne suis pas là pour dire de mauvaise foi. Parce que je l'ai regardé comme tout le monde. Et tout ce que j'en ai pensé, toutes les promesses que disait la WWE, pareil pour Triple H, hein, quand il disait tout ça. Bien sûr, Triple H, il agit sous les ordres de TKO, parce que faut pas oublier que l'un au-dessus de lui, c'est un des dirigeants auquel il lui donne des instructions. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait? Lui, en beau soldat, il va raconter des tas de trucs à la télé, sur les médias. Bref, il joue tout simplement au porte-parole pour la WWE, pour TKO, et j'en passe d'autres. Donc oui, ce show était une déception pour moi. Et que peut-être que certains pourraient être d'accord avec moi, ou pas du tout. Je ne vous en veux pas si vous n'êtes pas d'accord. Après, je pourrais trouver du négatif dans ce show, hein. Enfin, je pourrais trouver du négatif, mais un petit peu du positif. Ne vous inquiétez pas. Donc, tout simplement, le show s'ouvre avec un nouveau clip vidéo. Oui, un nouveau clip, carrément. Et aussi le clip de ESPN, vu comment ils sont sur ESPN. Donc maintenant, si vous êtes chargé, vous allez suivre sur WWE, sur Peacock, sur WWE Network, sur Netflix, et maintenant sur ESPN, auquel ça fera de l'argent en plus auquel vous devrez payer. Je ne serais pas surpris si jamais la WWE serait sur Twitch, sur YouTube, et auquel on pourra peut-être payer. Ça a été le cas avec AEW All Out, auquel il y a eu sur YouTube, sur Amazon Prime Video, sur Trailer TV, sur HBO Max. Si ça aurait été sur Twitch aussi, ils auraient fait tout à fait la différence. J'aurais pas été surpris s'ils auraient aussi leur propre network. Mais bon. Bref, j'en ai déjà cité là-dessus, si ce n'est que le show s'ouvre avec Triple H qui va nous souhaiter la bienvenue comme à son habitude. Il fait des apparitions aléatoires, oui je sais, mais au moins il nous souhaite la bienvenue. Ok, merci Triple H, tu es bien poli, on t'en remercie. Et très vite, il va voir l'arrivée de ce con de Pat McAfee, donc qui rejoint à la table des commentateurs. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que tout ce segment-là nous a fait perdre notre temps. Avec l'entrée de Pat McAfee, la promo de Triple H, même si on adore Triple H pour sa carrière et tout ça, mais quand même, c'est un peu lassant de le voir faire des apparitions de manière aléatoire, comme bon lui semble. Ah, dommage la déchéance de cet homme, hein. C'est à vous dire, hein. Et pourtant, le premier match, on va y venir. Je pensais que ce serait le main event de WrestlePalooza, on pensait tous. Et d'ailleurs, au passage, WrestlePalooza,
Petite anecdote, apparemment c'était l'un des anciens noms du show pay-per-view, PPV de la ECW, Extreme Championship Wrestling, si j'ai bien compris. Si cette information est bonne, j'espère que je dis pas de bêtises. Et ben du coup, ils ont décidé de ressusciter ce nom, mais à la sauce Made in WWE. Et comme je l'ai dit, le premier match auquel on va citer, normalement ça aurait dû être le main event, et finalement, c'est l'opener. Et le match en question, c'est un match simple entre Brock Lesnar contre John Cena. Oui, donc pourquoi est-ce que ce match est en, en premier lieu du show? Donc il ouvre la soirée. J'ai ma petite théorie et ça va concerner le personnage du caractère de Brock Lesnar. C'est que tout simplement, Brock Lesnar voulait débuter plus vite pour que après par la suite, un coup qu'il a terminé son match, il peut repartir, prendre son chèque, direction jusqu'à chez lui et on attendrait l'année prochaine pour qu'il revienne catcher. Donc peut-être que c'est ça l'explication. Elle est peut-être pas très convaincante, mais en gros ça résume avec le personnage de Brock Lesnar. Je viens pour l'argent. Si je veux débuter en premier lieu dans le match, enfin dans l'opener, ben, je veux débuter tout de suite. Et après un coup que j'ai terminé mon match, je prends mon chèque et je m'en vais chez moi. Voilà comment on pourrait résumer Brock Lesnar. Hein. Ça résume très bien le personnage. Et que même si on l'avait plus vu depuis 2023, enfin, sa dernière apparition c'était au SummerSlam 2023, et qu'en 2024 il n'était pas présent, jusqu'à ce qu'en 2025 ben, il revient, et auquel ben, tout simplement ben, on peut dire que Brock Lesnar n'a pas du tout changé. Hein. Physiquement il n'a pas changé du tout. Le seul truc qu'il a changé c'est au niveau des cheveux. Hein. Avant, il aimait bien bah, faire des dégradés, de laisser un peu ses cheveux pousser, tout en faisant couper ben, comme un dégradé, quoi. Et ben finalement, non, il décide de se laisser pousser. Bon, après, la barbe, c'est pas nouveau. Ça fait un bon moment qu'il se laissait pousser la barbe. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que j'en dise de plus sur Brock Lesnar, si ce n'est qu'il est de retour et qu'il va catcher. Est-ce que ça va servir à quelque chose de battre quelqu'un comme John Cena? John Cena qui fait son entrée avec tous les enfants. Oui, parce que les enfants ont fait son entrée avec lui. Et auquel, je trouvais ça vraiment touchant, vraiment gentil de sa part, qui fait son entrée avec des enfants. Donc ça résume bien le côté humain de John Cena. Et auquel ben, ce match, certes, va débuter avec la promo pour mousser John Cena, mais aussi pour mousser Brock Lesnar. Et celui qui va mousser Brock Lesnar, c'est un certain Paul Heyman. Et que je me dis, what? Pourquoi Paul Heyman? On sait qu'il y a eu une petite discussion à SmackDown, vraiment toute petite, et que je ne savais pas que cette petite discussion, c'était que Paul Heyman mettrait over Brock Lesnar comme à l'époque. Donc il va le mettre over en disant que c'est le dernier botteur de... Bref, le dernier démolisseur de John Cena, et qu'il a été champion NCAA, champion UFC, champion WWE, bref, multiples champions là où il est passé, et auquel, ben, tout simplement, il nous le surnomme The Rating Defending Undisputed, enfin anciennement Leading Defending champion, quoi. Bref, vous avez compris, il nous accueille tout simplement Brock Lesnar. Tout simplement. Et après sa présentation, il part au vestiaire. Et le match va débuter. Alors là, c'est vrai qu'on s'attendait à du pur chef-d'œuvre technique, à du pur storytelling. On s'attendait à tout. Eh ben non. Finalement, c'est une domination de Brock Lesnar complet. Tout simplement, Brock Lesnar va dominer John Cena de A à Z. Même s'il laisse parfois quelques moments John Cena lui donner quelques pêches, et pourtant c'est quand même lui qui sèche John Cena. Donc c'est lui qui va le sécher, il va le démolir, il va le punir, il va l'humilier. Donc du coup, certes, même une victoire sur John Cena n'aurait pas servi à grand chose pour Brock, si ce n'est que il va tout simplement ruiner la tournée d'adieu de John Cena. C'est ce que la WWE sont en train de faire.
Notamment, ils ont pourri son heel turn de John Cena. Et maintenant, ils pourrissent sa tournée d'adieu. Donc, y a pas à dire, TKO, vous êtes des gros connards qui aiment pourrir les plans initiaux, quoi. Et pourtant, John Cena, les rares fois où il revenait en force, c'est quand il donne des coups de bélier. Et pourtant, pendant les 3 coups de bélier, il n'arrivait pas à faire coucher Brock Lesnar jusqu'à ce qu'il arrive. Tentative de coup de bélier porte à la volée, des shot powerbomb, you can see me, même si ça ne va pas passer un premier temps. Et pourtant, il va effectuer les 3 AA Attitude Adjustment. Et pourtant, ça ne va pas passer, c'est au compte de 2. Voilà tout. Et puis, il va effectuer bien sûr son You Can See Me 5 Knuckle Shuffle. Mais sauf que Brock Lesnar va s'emparer de John Cena, lui faire un premier F5, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et si j'ai bien compris, il va en rajouter une couche avec une 6e pour le bouquet final. Et il en termine avec le compte de 3. Donc, comme je vous l'avais dit, victoire sans suspense de Brock Lesnar qui remporte le match. J'aurais préféré que leur précédent affrontement... D'ailleurs, tous les affrontements auraient été tout simplement différents. On s'en rappelle de leur premier affrontement lors d'un SmackDown en 2002 ou encore même en 2003, que ce soit dans un match à SmackDown ou à Backlash 2003. Puis encore des multiples matchs, notamment à Extreme Rules 2012, auquel c'est John Cena qui l'avait battu Brock Lesnar. Puis c'est Brock Lesnar qui bat John Cena au SummerSlam 2014, auquel il va punir John Cena, il va le squasher. Et du coup, le scénario est à peu près la même chose. Il a dominé de A à Z John Cena, il l'a enterré, il a squashé. Et après, un coup qu'il a terminé son attaque, il repoursuit avec un nouveau F5. Et qu'après, il part au vestiaire. Et ce qu'il aura réussi, Brock Lesnar, c'est de faire paniquer et faire pleurer les enfants pour la tournée d'adieu de John Cena. Et pourtant, le public est quand même clément, lui chante « Thank you Cena ». Donc ce match, j'ai pas forcément aimé, pour être honnête. Si j'aurais été un con, j'aurais dit « Ah, c'est l'un des plus beaux matchs de la carrière de Brock Lesnar, de John Cena, que j'ai jamais vu de ma vie !» Bien sûr, ça aurait été un discours de couillon et de putain de connard que je suis. Bref, je passe au match numéro 2. Et le match numéro 2, c'est un match par équipe, tout simplement, avec arbitre spécial en étant LA Knight. Puisque LA Knight ne peut pas avoir un match dans la carte du show, eh bien il décide de s'incruster dans le match par équipe pour arbitrer tout simplement. Et du coup, ce match-là, j'aimais pas du tout non plus. J'aimais pas du tout non plus et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, je sais que les Usos font leur entrée, puis encore un double entrée, et qu'on relance la musique pour le plaisir en faisant des yeet, 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 yeet. Bref, pourtant j'adore les Usos, j'adore Jimmy, j'adore Jay, mais là je trouve qu'ils en font beaucoup trop. Mais beaucoup trop, je trouve. Puis l'entrée de The Vision, Braun et Bronson, The Vision quoi, accompagné par Paul Heyman. Et ce qui est sûr, c'est que dans ce match-là, il va y avoir de l'overbooking. Quand c'est les heels qui essayent de faire de la tricherie, LA Knight s'interpelle et il ne veut pas que ça se déroule comme eux le prétendent. Et quand c'est les Usos, tout simplement LA Knight dit « Ouais, allez-y, donne des coups de chaise, je m'en fous, de toute façon j'ai rien vu. » Donc il effectue les coups de chaise, donc ça veut dire qu'il y a du overbooking. Et du coup, s'il y a eu du overbooking, c'est que tout le monde va le faire également. Pourtant, ça me rappelle un peu du côté de l'Attitude Era. Je sais pas si vous suivez un peu mon raisonnement. Et pourtant, ça a été exactement le cas du côté de l'Attitude Era. Du côté de l'Attitude Era, il y avait soit des gentils, soit des méchants, qui étaient arbitres spéciaux. T'avais des arbitres réglo comme les arbitres de base, mais sauf que les arbitres de base peuvent être connes ou alors plutôt cons.
Alors que quand c'est arbitre spécial, si un catcheur arbitre spécial voyait des tas de trucs illégaux, il aurait été l'arbitre le plus sévère, il aurait été l'arbitre celui qui donne pas du crédit aux tricheurs. Et de l'autre côté, tu avais des arbitres aussi, des arbitres heel, comme à l'époque Vince McMahon Vince McMahon quand il avait arbitré le match entre Stone Cold et Dude Love / Mick Foley, et auquel, à chaque fois, même quand il était en arbitre spécial, McMahon n'en ratait pas une pour essayer de pourrir le match entre Stone Cold et Mankind ou Dude Love, Cactus Jack, bref, n'importe quel nom que je pourrais citer. Bref, il n'hésitait pas à donner du crédit aux heels et à rabaisser les faces. Et là, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est plutôt le face qui est entre à peu près les deux, entre heel et twinner. Et pourtant, LA Knight, c'est un face à la base. Et qui veut laisser du crédit au babyface pour commettre des tricheries. Sauf que c'est un peu bête, je veux pas vous le mentir, puisque t'as les autres qui font pareil. Ça ramène aussi des tables, ça ramène des chaises. Et après, c'est sûr que le match part en partnawak n'importe comment. Vraiment, ça part n'importe comment dans le match. Domination des faces, domination des heels, et puis ce sera les faces qui vont avoir l'avantage. Des coups de chaise, et parmi l'un des chaises auquel ça va bondir sur la face de Jey Uso. Un coup qu'il a mis tout son cœur dans le coup de chaise, l'une des de la chaise auquel il avait plié, ça a bondi sur son visage, à tel point que le choc avait été violent et qu'il a commencé à saigner abondamment. Et du coup, forcément, ça aveugle Jey Uso. Et pourtant, c'est vrai qu'en ce moment, Jey Uso, il commence à changer de direction, là. Vu comment on dit qu'il veut suivre les pas de Roman Reigns en devenant, entre guillemets, le chef de la famille, entre lui et Jimmy. Et du coup, tout simplement, il commence aussi à faire n'importe quoi. Alors que LA Knight veut venir en aide face à ces deux gros mastodontes, t'as Jey Uso qui fait, quand ça va pas dans son sens, il commence à râler, ou alors il commence à faire la petite Kaira en faisant « Oui, moi si je veux que ce soit mon frère qui se débarrasse des deux Bronson ou des Braun, tout simplement, je demande que ce soit lui. Yeet !» Donc oui, certes c'est absurde de ma part, mais pourtant c'est la vérité. Alors que t'as l'un qui vient venir en aide, toi qu'est-ce que tu fais? Tu donnes un super kick ou alors tu donnes un spear. C'est vraiment ridicule. Voilà, tout simplement. Et du coup, bien sûr, entre LA Knight et Jey Uso, à l'entente, il est pas non plus au rendez-vous. Et pourtant, comme je l'ai dit, ce sera tout simplement Bronson et Bron Breakker qui vont venir à bout des Usos. Tout d'abord, il y a un double spear sur la table, et puis un tsunami splash de la part de Bronson Reed pour la victoire. Donc c'est victoire de Bronson Reed et Bron Breakker, donc victoire de The Vision, et que tout simplement le match a été tout simplement du overbooking totalement bordélique et auquel j'étais pas trop dans ce match, tout simplement. En revanche, le troisième match pour le titre championne du monde féminin qui était vacante entre Stephanie Vaquer et Io Sky, là j'ai plutôt adoré. Ce match-là, je vous le dis, j'ai adoré. Et pour raison, tout simplement, c'est que les deux sont très talentueuses, même si je trouve que à certains moments, Io Sky en fait un peu trop des caisses, ce qui est véridique, elle en fait trop des caisses. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise lutteuse. Alors que du côté de Stephanie Vaquer, tout simplement, elle fait le taf sur le ring. Ce qu'elle fait, c'est pas dégueu. Je trouve qu'elle fait vraiment du bon travail sur le ring. Bon, après, en niveau promo, c'est un peu compliqué pour elle, je suis d'accord. En promo, c'est compliqué. En sachant que l'anglais, c'est pas sa langue maternelle, mais elle réussit quand même à un petit peu maîtriser la langue anglaise, même si ce n'est pas sa bonne méthode pour faire des bonnes promos. Mais bon, pour elle, tout simplement, sa langue... le catch, c'est sa langue maternelle, comme la langue espagnole, tout simplement.
Et pourtant, on peut revenir au contexte, hein. Je l'ai déjà dit du côté de Clash in Paris, en France. Mais je suis content que The OG en a parlé sur sa chaîne. Parce que je suis content que ce soit lui qui en a parlé, tout comme moi j'en ai parlé. Le contexte, c'est que bah, Stéphanie Vaquer, elle a remporté un match bataille royale féminin auquel normalement elle devait affronter Naomi à Clash in Paris pour le titre mondial féminin. Mais vu comment cette dernière annonçait qu'elle était enceinte, eh ben, le titre a été rendu vacant. Et ils auraient dû faire la WWE TKO prendre une remplaçante pour remplacer Naomi pour Clash in Paris. Mais ils l'ont pas fait vu comment ils l'ont décalé pour WrestlePalooza. Et du coup, ben oui, on peut dire c'est un joli foutage de gueule. Parce que foutage de gueule, c'est un foutage de gueule. Comme les deux matchs tout à l'heure, ça a été du foutage de gueule total, hein. Mais vraiment total de total, hein. Pourtant, vous pouvez dire que je suis absurde, que je dis n'importe quoi dans mes pronostics, que ce serait du mensongère, que j'erronne les informations auxquelles je vous donne moi. Pourtant, les infos, c'est pas des infos connues de tous. C'est mon propre info auquel je donne uniquement mon avis global sur le show et auquel j'ai ressenti. Et du coup, dans ce match entre Io Sky et Stephanie Vaquer, il était plutôt bon. Je pourrais reprocher un petit moment dans les matchs, enfin dans le match là. Parfois, il y avait quelques moments auxquels ça hésitait beaucoup et on sentait que la plupart des offenses, je ne dirais pas que c'est l'un ou c'est l'autre. Moi, je dis que c'est un peu des deux. Je trouve que les offenses ont été un peu trop timides, un peu trop. Allez, on va un peu doucement, on se respecte, on se donne pas des gros pains, pas des grosses claques, pas des gros coups de pied. On va tout simplement faire du chain wrestling et on va pas trop forcément. Euh, voilà, on va pas trop non plus augmenter la sauce d'un coup. Ça augmentera la sauce un coup que on ait un point culminant dans le match. Ça, c'est un truc auquel je peux reprocher. C'est vrai que ce genre de type de catch auquel j'ai vu est un peu risible, je vais pas vous le mentir. Mais sinon, le reste, c'était pas mal, avec des tentatives de technique, même de surprendre son adversaire. Et quand, euh, et quand Stephanie Vaquer nous tease le Kiss of Devil, donc le baiser du diable, où elle fait un peu le marteau-piqueur avec la tête de son adversaire, et que t'as le public qui fait ah, 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 comme un certain Booker T, quand il était à la NXT. Oui, je sais, Booker T, quand il voit Stephanie Vaquer faire ce genre de manœuvre, bah, on sent que le mec, il se masturbe en voyant ça. Un peu comme certains connards qui se masturbent en voyant bah, les formes des catcheuses. Et quand je parle de forme, ça peut parler bah, des poitrines, des fessiers. Et je ne parlerai pas plus, si ce n'est que les deux choses. Mais bon, ça c'est un autre histoire. Et quand c'est Yosuke, certes, elle en fait des tonnes, et pourtant elle montre la cadence à tout simplement Stephanie Vaquer, comme quoi ben, elle est fort possible que elle pourrait redevenir une nouvelle fois championne. C'est ce que je pensais au début, d'ailleurs c'est ce que vous croyez également. Et pourtant, malgré tout le point culminant dans le match, on passe directement au climax. Même si Io Sky pensait avoir la victoire au bout des doigts, en faisant son Over the Moonsault, eh bien, Stephanie Vaquer, elle avait effectué des tas de prises auparavant, hein, notamment le package backbreaker ou enfin neckbreaker, qui est le SVP, qui ne passe pas, et que là je m'étais dit, what? Sa prise finish ne passe pas, mais c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Normalement, la prise finish là, personne s'en relève. Et jusqu'à ce jour, personne s'en a été relevé à part Io Sky. Donc ça c'était un peu bidon je trouve. Et que je trouvais pas ça crédible qu'on pouvait se relever d'une prise finish comme ça. Mais maintenant faut dire tous les finishes ne sont plus aussi protégés qu'à l'époque, hein. Maintenant on oublie protéger ben, les prises comme il se doit. Alors que normalement une prise finish permet ben, de faire toute la différence durant tout le match.
Donc après que Io Sky a voulu tenter son over the moonsault, eh bien c'est esquivé de la part de Stephanie Vaquer et qu'elle va effectuer sa propre moonsault mais façon tire-bouchonné, donc un moonsault en tire-bouchon, auquel elle va réussir à battre Io Sky et devenir championne féminin du monde. Donc oui, vous avez compris, Stephanie Vaquer est la nouvelle championne du monde féminin de la WWE. Et tout simplement, ben, je trouve que c'est pas déconnant de mettre la ceinture sur elle. En sachant que, vous le saviez, hein, j'avais pas trop connu sa carrière à la CMLL ou au Japon, que ce soit à la New Japan ou à la Stardom. J'avais pas trop suivi jusqu'à ce que je regarde les quelques matchs auxquels elle a fait et auxquels je me dis, c'est vrai que du côté de la CMLL ou même de la EW auquel j'avais vu qu'elle était là-bas, c'est vrai que j'avais pas été tendre avec elle du tout. Mais maintenant, depuis que elle a pris la bonne décision de quitter la CMLL et qu'elle a décidé de pas la EW, eh ben elle a tenté sa chance à la WWE. Et tout simplement, depuis qu'elle avait fait ses débuts et qu'elle est arrivée, ben, elle a pas cessé de monter, hein. Stephanie Vaquer n'a pas arrêté de monter d'un cran, hein. Elle a monté étape après étape après étape, en devenant championne nord-américaine, puis en championne féminin de la NXT, et qu'elle a été Stephanie Two Belt, en devenant double championne. Et dire que ses doubles règnes auraient été excellents si elle aurait encore continué. Mais bon, je vais pas faire trop de débat là-dessus. Et que même son titre NXT n'a pas été de très longue durée, hein. Mais bon, au moins ça a été bénéfique pour Jessie Jane. Mais maintenant, voilà, maintenant on ignore la suite. Et que je préfère pas trop en dire pour Jessie Jane. Si ce n'est que pour Stephanie Vaquer, c'est sûr ça a été bénéfique, hein. Elle a remporté la bataille royale, même si l'enjeu c'était pour être championne du monde féminin. Et cette fois-ci, maintenant, elle remporte le titre du monde féminin. Donc on peut dire, celle qui était passée de l'étoile montante est devenue maintenant main eventeuse. Et auquel on est content pour Stephanie Vaquer. Et que j'espère que elles vont très bien l'utiliser, elle en tant que championne, hein. Donc moi j'attends qu'une chose de la part de la WWE, utilisez bien Stephanie Vaquer en tant que championne, comme utiliser d'autres catcheuses magnifiquement bien, et pas les faire absenter pendant 1 mois ou 2 mois pause non-stop, un peu comme l'est maintenant Tiffany Stratton actuellement. Donc oui, je suis sévère quand il y en a qui prennent des pauses. Si vous prenez des pauses, c'est parce que vous voulez pas travailler, ou alors tout simplement vous êtes plus championne et que vous voulez passer du bon temps, ou encore être dans les histoires, etc. Mais j'attends qu'une chose de la part de la WWE, utilisez bien Stephanie Vaquer comme il se doit. Parce que lorsqu'elle a remporté le titre, certes il y avait son père qui était présent, et que ça a été magnifique d'une manière très symbolique. Et voilà, donc si ce n'est que victoire de Stephanie Vaquer, elle a mérité d'être championne. Maintenant, la suite, on verra pour elle. Et maintenant, plus que 2 matchs après, c'est terminé, parce qu'on va passer au match numéro 4 pour un match par équipe mixte. Et que c'est un peu bataille de couple. Donc la première équipe auquel je vais vous citer, CM Punk et Jelly contre Seth Rollins et Becky Lynch, le couple le plus tyrannique auquel, je vais pas vous mentir, j'adore les détester. Donc le build-up dans ce match, il en a pas aucune, si ce n'est qu'entre Rollins et Punk, on sait que leur build-up s'est augmenté au fil des mois, voire au fil des années. Ça, c'est pas nouveau au sujet de ce match-là et au sujet de leur rivalité. Mais sinon, pour ce match mixte, on peut dire que c'était pas non plus de build-up total. Par contre, attendez, je vais vite venir. Donc voilà, je poursuis, hein. Comme quoi, même un petit bruit peut permettre à me faire rager d'un coup, hein, parce que je n'aime pas être dérangé, hein, pendant que je fais ma review. Donc, concernant ce match-là, bien sûr, comme j'ai dit, ah oui, je sais plus ce que je raconte maintenant. Oh putain, vous voyez, maintenant, un coup qu'on me dérange, je perds tous mes moyens. Tout ça à cause d'une putain de télé auquel ils sont même pas capables de régler. Bref, c'est ridicule, hein.
Bref, ça c'est un peu mon problème personnel hein, dans ma vraie vie, mais bon, j'ai pas envie d'en citer plus. Hein. Bon, je sais que les deux se tirent dessus mutuellement, et quand Becky Lynch est arrivée dans cette histoire, ben, ça a plus l'air d'être un affrontement personnel, et du coup, ben, on fait ramener Edge Lee. Edge Lee, au passage, qu'aurait pu débuter au Royal Rumble. Mais qui l'ont pas fait parce que tout simplement il fallait poser la victoire à Charlotte Flair et que tout simplement depuis au fil des mois voire des années elle a commencé à s'entraîner pour un ultime comeback et d'ailleurs ça se voit qu'elle s'est quand même entraînée, elle était préparée pour ce match là et ce qui est sûr c'est que Edge Lee elle a pas changé elle a pas du tout changé de style hein. Honnêtement elle a pas du tout changé. Euh, en guise de personnalité, ben, c'est la même personnalité qu'à la grande époque. Vestimentaire pareil. Et surtout physiquement. Hein. Elle n'a pas changé d'iota. Hein. Même si elle est toujours très fine. Et du coup, ben. Oui, il y a un petit côté intéressant avec Becky Lynch. Je l'ai déjà dit. Mais je trouve que celle qui a le pantalon dans cette rivalité entre Becky, Rollins, Punk et Ellie, bah, on dirait que c'est plus Becky qui a le pantalon, hein, celle qui a la plus grosse paire de bijoux de famille ever dans ce couple. Hein. Alors que Punk, certes, gentleman ne va pas frapper les femmes, mais préfère laisser sa femme battre une autre femme. Et du coup, dans la situation qui est un peu stupide à mon goût concernant Becky Lynch, c'est que meuf, tu combats des femmes et t'as peur d'une seule femme. En plus, une femme toute maigre. Enfin, là j'exagère, hein, j'exagère, mais pourtant j'adore Edge Lee. Je vais pas vous mentir, j'adore Edge Lee depuis même qu'elle avait arrêté de catcher. Mais t'as peur d'une simple femme qui, euh, qui fait pas le double de ton poids et tu en as peur. Même si j'en exagère, je sais qu'elles ont toutes les deux des poids respectifs. Hein. Je dis pas que l'un est plus formé que l'autre, ou l'autre est moins formé que l'un. Bref, vous avez compris. Donc ça, c'est vrai que ça a un petit côté ridicule dans cette rivalité. Si ce n'est que dans le match, ben, ça se voyait que c'était du jeu d'esprit hein, entre les deux parties. Hein. Quand c'est Punk qui va affronter Rollins, eh ben Rollins laisse passer sa femme. Et quand c'est Punk qui laisse passer Edge Lee, eh ben elle recule et préfère que ce soit Rollins. Bref, toute psychologique du mind games, comme on peut dire maintenant. Donc du coup, ça part ben, dans un niveau auquel on peut dire... est-ce que... Est-ce que c'est moi ou les heals sont de plus en plus couillus? Parce que oui, là on est sous du principe catcher heal poule mouillé. Hein. Puis ça va s'enchaîner. Bien sûr, t'as Becky Lynch qui essaye de pousser à bout CM Punk pour que ce dernier le frappe et que Rollins va faire un caca nerveux pour qu'il s'en prend physiquement à CM Punk. Donc bien sûr, elle en fait des tonnes, elle en fait des caisses. De toute façon, les deux, c'est de la fanfaronnade. Rollins et Becky, c'est que de la fanfaronnade hein, qu'on peut voir. Hein. Elle va dire, ah vas-y, je te touche. Vas-y, essaie de me frapper. Je suis là pour te pousser à bout. Je te touche. Allez, frappe-moi. Bref, que du truc comme ça. Puis après, on passera quand même aux choses sérieuses. Hein. Vraiment aux choses sérieuses entre Rollins et Punk. Et quand on essaye de teaser ben, l'arrivée de Edge Lee, ben, on veut pas que Edge Lee rentre. Tout simplement, vu comment c'est la stratégie de heal, on veut pas qu'elle rentre. Et qu'on essaye de faiblir CM Punk pour éviter qu'il fasse le changement. Et bien sûr, tu as des attaques en traître de la part de Becky Lynch. D'ailleurs, au passage, pendant les promos auxquels il s'était poursuivi au fil des semaines, je vais pas vous mentir, mais moi, c'est depuis année après année, quand il y a Rollins et Becky, quand ils font des promos, je les trouve de plus en plus beaucoup insupportables. Oui, ça c'est un des trucs auxquels je vous ai jamais dit. Pour moi, quand ils font des promos, ils sont insupportables à écouter. Pourtant, on dit moi, parce que je me rappelais qu'on disait de moi. Je crois c'était
Terry Trailerman, je crois qu'il disait ça, que j'étais pas très agréable à écouter. Oui, je sais qu'il y a des moments où je suis pas très agréable à écouter, je suis d'accord. Mais concernant Becky et Rollins, eux, c'est pire. D'un autre côté, ben, Rollins, ben, il est insupportable quand il fait son fameux rire, son fameux hein. Pour moi, c'est plus un rire de canard qu'un rire normal. Donc pour moi, il a un rire de canard qui est similaire comme un canard. Et Becky, ben, elle est insupportable dans sa manière de parler. Notamment, ouais, je suis de man. Si tu touches à mon mari, je te jure, je vais t'affaiblir, je vais te casser la gueule. Et tout simplement, je vais te détruire en deux. Et j'en fais des tonnes. Bref, pour moi, Becky, quand elle fait ses promos, c'est vrai qu'elle est insupportable à écouter. Pour moi, elle ne parle pas, elle ne fait que gueuler. Et je comprends pourquoi quelqu'un comme Pierre-Paul n'aime pas la Becky Hill, je comprends. Parce que moi non plus, j'aime pas cette Becky complètement Hill qui en fait des tonnes, qui en fait des caisses, qui commence à gueuler. Parce que oui, ça fait un peu vieille autruche, ça fait un peu vieille cruche, vieille taupe, vieille sorcière, j'en passe des trucs que je pourrais en dire sur Becky. Mais je veux pas être si méchant que ça. Hein. Beau que j'adore Becky quand il s'agit de niveau in-ring ou personnalité, mais j'aime pas trop quand elle en fait des caisses, surtout quand elle parle, parce que pour moi, elle est pas agréable à écouter. Donc voilà tout. Et désolé si je vous ai pété les oreilles. Voilà, si vous m'écoutez avec le casque ou sans casque, désolé si je vous ai explosé les tympans. Donc tout se joue aux manières de stratégie. Et quand Rollins veut porter Becky en military press pour jeter sur CM Punk esquive. Et du coup, ben, Rollins totalement con. Et on a envie de dire, ben, espèce d'abruti, il a lâché sa propre femme sur Punk alors que Punk a esquivé. Donc il lui a explosé l'abdomen. Et pourtant, quand Punk veut passer le relais à AJ, on l'en empêche encore une nouvelle fois, encore et encore. Puis un moment culminant dans le match auquel Punk veut faire le changement avec AJ Lee, mais Becky l'en empêche. Et d'ailleurs, ce qui est absurde, elle, je sais pas si elle a une force hors pair, mais en gros, elle veut en empêcher Punk de faire le changement, mais sauf qu'elle fait pas tout pour l'en empêcher. Vu comment elle prend la jambe, elle fait même pas tout pour qu'il fasse le changement. À vrai dire, Punk n'a pas besoin de forcer au niveau de la force, vu comment il suffit pour lui de reculer et de faire le changement à AJ. Et quand AJ Lee arrive, c'est sûr, là on commence à faire dans son froc. Là, c'est sûr, Rollins fait dans son pantalon, pareil pour Becky, et du coup, elle se lâche, comme la première fois où elle a fait son retour, en donnant des fameux pains à la figure, pour de vrai, mais là, c'était un peu maîtrisé, donc ça s'envoie des pains, des prises, des crises de folie aussi. Et bien sûr, parfois les deux interpellent leur femme pour éviter. Non, 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 arrêtez, arrêtez. On va poursuivre ça entre hommes. Et après, c'est. Non, 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 arrêtez les gars, arrêtez. Et après, c'est tous les deux, bagarre générale. Ça se poursuit encore, des battants. Bien sûr, Punk, lui qui ne veut pas lui donner un go-to-sleep à Becky, il va utiliser mieux en utilisant un sharpshooter sur Becky. Et parfois même, Becky va effectuer aussi sur CM Punk. Mais ce sera Punk qui va retourner la situation sur Becky Lynch. Bon, après, il y avait aussi un Black Widow de la part de AJ sur Becky, ou même AJ sur Rollins. Bref, c'était du donnant-donnant. Sharpshooter sur Seth Rollins. Et puis on arrive à l'extérieur auquel ils essayent d'enchaîner des tas de prises en tout genre. Et pourtant, Becky va balancer AJ sur Punk et Rollins. Et du coup, Rollins, il est out. Mais Punk va donner une information à AJ d'effectuer sa Black Widow sur tout simplement Becky Lynch. Donc c'est ce qu'elle va faire, elle va utiliser le Black Widow et que résultat, elle va réussir à faire abandonner Becky Lynch.
Mais sauf que son abandon n'était pas... Je trouve que sa manière d'abandonner à Becky est... n'est pas crédible non plus. Je trouve que c'est un peu médiocre. Mais pourtant, elle abandonne quand même suite à la pression de ce Black Widow. Donc, vous avez compris, c'est victoire de CM Punk et de AJ Lee. Et du coup, victoire de CM Punk et de AJ Lee. Malgré ce qu'on peut dire sur CM Punk, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je comprends qu'on peut le détester. Mais à vrai dire, quand c'est dans la position de face, quand il s'agit de battre un autre heel, en la personne de Rollins, j'avoue que j'aime bien. Voilà. Malgré le mauvais caractère qu'il a CM Punk, je l'apprécie quand même. Voilà tout. Et maintenant, on passe au main event. Et le véritable main event, c'est pour le titre incontesté de la WWE. Entre The American Nightmare, Cody Rhodes, contre The Scottish Psychopath Warrior, Drew McIntyre. Alors, ce match non plus n'a pas de suspense. Et pourtant, j'ai oublié un élément. Et cet élément, c'était l'Undertaker qui annonçait à Stephanie McMahon comme quoi elle serait intronisée dans le Hall of Fame. Bref, est-ce que c'est surprenant? On sait que les deux sont très très proches, Triple H et Stephanie, donc on sait que c'est surprise de la part du chef. Mais là maintenant, on passe à la rivalité Drew McIntyre et Cody Rhodes. Là maintenant, on passe à ce match-là. Alors, le build-up, il est simple, il est efficace. T'as Drew McIntyre qui se sent pousser des ailes. Je suis d'accord sur l'analyse de The OG. Il se sent pousser des ailes parce qu'il a battu Randy Orton et Jelly Roll aux côtés de Logan Paul. Et du coup, maintenant, il va avoir sa chance au titre. Et du coup, quoi demander de mieux que de fracasser le crâne du champion? Du coup, il avait commencé à fracasser le crâne, même détruire Randy Orton. Et pourtant, le jour J arrive. Et est-ce que Drew McIntyre pourrait enfin redevenir champion? Ah, telle est la question. Hein. Si ce n'est que... je pourrais spoiler, hein, mais ce serait gâcher la surprise. De toute façon, la WWE ne nous fait que gâcher la surprise totale. Ou alors pas de surprise du tout. Certes. Donc il y a eu des tas de trucs. Parfois même Cody Rhodes, il arrive à jouer de sa blessure au niveau de la tête en montrant qu'il a une commotion cérébrale. Et pourtant, c'était pas non plus amené comme il se devait. Hein. Je trouvais que c'était pas assez bien vendu, vendre la commotion cérébrale. Ça c'est que mon avis. Hein. Mais je veux pas dire que il était mauvais. Hein. C'est juste que ce main event n'avait aucun suspense. Hein. Certes, les deux sont très talentueux, mais il n'y a pas de suspense. Tout simplement. Donc, il y a eu des tas de trucs. Des Cody Cutter, en veux-tu, en voilà. Des futurs Shock DDT, tentative de Crossroads. Même Claymore Kick qui est passé. Puis en utilisant encore la méthode des prises. Et quand c'est à l'extérieur du ring, tout simplement, Drew McIntyre, il va encore disjoncter en essayant de faire un Claymore Kick sur Cody Rhodes près de la table des commentateurs. Et pourtant, Drew McIntyre, il va rater Cody Rhodes et il va shooter la télévision. Donc oui, il nous fait une Mohamed Eni en shootant la télé. Et pourtant, il va nous vendre à quel point il a mal au pied, il a mal à la cheville, il a mal à la jambe. Et ce qu'il aurait dû faire peut-être Cody Rhodes, c'est capitaliser sur la jambe blessée de Drew McIntyre. Putain, il m'en faut une heure pour dire son nom. Mais bon, il veut l'effectuer, il effectue un Cody Cutter, mais qui ne passe pas. Et quand tout simplement Drew McIntyre lui fait un Glasgow Kiss, donc un coup de boule de la part de Drew McIntyre, il va effectuer son Claymore Kick, mais il en empêche parce qu'il a trop mal au pied. Et ça va commencer avec Cody Rhodes qui va effectuer un Cody Cutter, puis un Crossroads pour la victoire. Donc oui, encore une fois, Drew McIntyre qui est très mal utilisé, comme LA Knight aussi est très mal utilisé, comme la plupart des catcheurs comme Edge Styles et j'en passe, qui sont très mal utilisés. Bon après, si jamais je dis qu'ils sont enterrés, on pourra me dire déjà, tu ne comprends pas ce que c'est la définition enterré. Je sais, Pierre-Paul, ce que c'est de se faire enterrer, et je sais c'est quoi, certes,
Enterré, ça veut dire que tu n'auras aucune chance à d'autres titres, quoi que ce soit. En gros, tu serais mis au placard, on t'appellerait pas et j'en passe. Mais je suis d'accord, s'ils seraient la plupart enterrés, ben, ils n'auraient pas des opportunités et qu'ils n'auraient pas saisi l'occasion. Mais après, quand je dis enterré, ça veut dire que tu te fais enterrer au niveau booking de la part de un des bookers. Et quand je dis un des bookers, c'est Triple H. Ou alors, certes, ce n'est peut-être pas lui, mais un autre booker. Ou, euh, ou un directionnaire de TKO. Peu importe. Mais bon, de toute façon, vous avez compris, de toute façon, c'est victoire de Cody Rhodes et c'est lui qui clôture le main event de WrestlePalooza. Et tout simplement, c'était une déception. Voilà, rien de plus, rien de moins. Et maintenant, je passe directement à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.